Bravo. Quand on sait à quel point le projet était casse-gueule, sortir avec un film comme ça, moi je dis bravo. Il va être question aujourd'hui de Jurassic World, réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les rôles principaux, un film qui fait suite à la saga Jurassic Park, officiellement pas aux films 2 et 3, sauf que rien dans le film n'interdit aux films 2 et 3 d'exister, donc on va dire qu'ils existent, après tout, il n'y a pas de raison de s'emmerder. Mais le film prend principalement place 20 ans après l'événement du premier Jurassic Park. Le parc a été terminé, a été ouvert, des touristes y arrivent en masse, il y en a plus de 20 000 pas qui arrivent par jour, sous la responsabilité de Claire, le personnage de Bryce Dallas Howard, qui gère le parc aussi bien au quotidien que au niveau administratif. L'une de ses missions est par exemple de préparer de nouvelles attractions pour le parc régulièrement, tous les 1 ou 2 ans, il y a une nouvelle espèce qui débarque, ou un nouveau mode de déplacement, ou une nouvelle attraction telle qu'elle, un nouveau concept. Et cette année, c'est l'Indominus Rex, le premier dinosaure qu'ils ont entièrement créé génétiquement. Ils ont récupéré ce qu'ils voulaient comme caractéristique de plusieurs espèces, je vous dis pas lesquelles parce que justement c'est un des enjeux du film. Elles sont pas toutes connues dès le début du film, et qui ont créé donc une espèce de grosse bébête avec plus de dents, plus d'écailles, plus grandes, plus de griffes, plus fortes, tout ce qu'il faut, quoi, l'espèce de truc plus fort que tout ce qu'il y a, dans le seul but de distraire le public. Vous, moi, tous ceux qui sont devant le film. Vraiment, le film est vraiment très très sympa. Je suis très enthousiaste. Je suis le film était tellement sympa que tous les ados cons qui commençaient à foutre le bordel avant que le film commence se sont tus dès que le film a commencé et qu'à la fin, quand le film s'est terminé, ils ont tous applaudi. La salle a applaudi. On a applaudi des films mauvais en salle, ça veut rien dire, mais quand même. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Un des premiers trucs, c'est le film a été écrit par Rick Jaffa et Amanda Silver. Et Rick Jaffa et Amanda Silver, c'est un couple d'auteurs que j'aime énormément, puisque ce sont eux qui ont récupéré La planète des singes, une de mes licences de science-fiction préférées, et qui ont réussi à lui faire une renaissance digne de ce nom. Bon, on dehors bien sûr du premier film Origins qui était un petit peu trop verrouillé par les studios, mais à partir du moment où c'est eux qui ont eu le contrôle total sur la production du film, avec l'affrontement, ils ont fait un blockbuster ultra audacieux et vachement neuf, avec faire un blockbuster d'été sans aucune scène d'action quasi, avec que des dialogues, et en plus des dialogues qui sont entièrement faits en langage des sourds. C'était ultra osé pour un film avec autant de budget, avec autant d'enjeux, autant de choses dans ce genre-là, et ce qu'ils ont fait était vraiment intéressant, et c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait avec Jurassic World parce que ils ont un message qui est vraiment intéressant dans Jurassic World. C'est un blockbuster qui quelque part critique le blockbuster. Et c'est toujours vachement intéressant qu'un genre se critique lui-même. Quelle est l'idée en fait du film? C'est de dire le public s'habitue vite. Ça se montre comment? Ça se montre que le parc, ça fait 20 ans qu'il est ouvert, donc pour toute l'humanité, ça fait 20 ans que les dinosaures réexistent, qu'ils ne sont plus éteints, et donc ça fait 20 ans qu'avoir des dinosaures de 15 mètres de haut pour certaines races, il y en a pas d'ailleurs qui font 15 mètres de haut, en tout cas dans les carnivores, mais ça fait 12 mètres maximum le T-Rex, il me semble, mais tout ça, c'est devenu normal. Ça se voyait très bien dans les plans de bande-annonce, c'était le public qui est devant une attraction et les mecs de 14-15 ans qui sont tous devant leur portable alors qu'il y a un dinosaure qui est en train de passer en face, mais eux, ils en ont rien à foutre, ils tweetent. Donc, c'est un truc assez intéressant de montrer, voilà, vous voyez, le public se lasse tellement vite et devient tellement exigeant, mais par ennui presque, parce qu'il a même plus envie de s'extasier et de regarder en haut de son écran pour chercher un truc qui est de sympa à voir et voir si c'est intéressant autour de lui. Donc on va lui créer un espèce de truc hybride où on va faire tout au maximum. C'est un film qui a le même message que Jupiter Ascending, mais qui passera beaucoup mieux parce que des dinosaures ça passe mieux à l'écran que les messages des Wachowski. Et du coup il y a tout un truc comme ça en disant on essaye d'aller trop loin. On essaie d'aller vers des trucs qui sont plus naturels du tout, et est-ce que c'est vraiment bien de vouloir aller vers là? Parce que c'est toute l'idée, c'est cet Indominus Rex qui s'échappe, et qui ne répond à aucune règle de la nature habituelle, à rien de sensé, qui tue pour le sport et pour s'amuser plutôt que pour se nourrir, parce que il faut juste qu'elle en mette plein la gueule et que ce soit un peu irréfléchi, et donc c'est un message très très intéressant et vraiment bien foutu.
Rick Jaffa et Amanda Silver avaient plusieurs défis dans ce film. C'était à la fois d'actualiser du coup le message, d'en faire quelque chose d'un peu neuf, et aussi de faire des références à l'original, ce qui est plutôt bien fait parce que ils ont fait ça de façon très subtile et un peu subliminale. C'est-à-dire que le personnage de Grey, qui est un des petits... Alors, Claire, en fait, reçoit ses petits neveux dans le parc, qui s'appellent Zach et Grey, qui ont 16 et 11 ans, il me semble. Et le petit est très réminiscent des enfants qu'il y avait dans le premier Jurassic Park. C'était Alex et Tim, je crois qu'il s'appelait. Bah oui, c'était Tim. Bah oui, bien sûr, il s'appelle comme moi. Et donc voilà, il rappelle beaucoup le personnage de Tim dans Jurassic Park. Parce que il connaît tous les dinosaures sur le bout des doigts, il connaît toutes les périodes, il connaît tous leurs noms, toutes leurs habitudes alimentaires, enfin leur comportement, tout ce qu'il y a à savoir, les différentes tests d'évolution. C'est le gamin qui sait tout sur tout, et qui en même temps a quelques petits défauts. Par exemple, il y a une scène où il est important qu'il saute, et c'est comme dans la scène de l'escalade de la grille électrique dans Jurassic Park, et c'est allez, vas-y, saute Tim, et là c'est saute Grey. Et oula, saute Grey. Non, il s'agit pas de 50 Shades of Grey, il s'agit de Jurassic World. Attention. Donc il y a ces côtés comme ça réminiscents du film d'origine, dans le scénario, qui est vraiment bien traité, qui est vraiment bien conçu et qui est plutôt intéressant. Et puis il y a un petit truc assez intéressant. Je le mets dans le scénario. Je sais pas si c'est vraiment du scénario ou si c'est le réalisateur qui a eu cette idée-là. Le traitement de Bryce Dallas Howard, qui risque de mal passer auprès de certaines personnes dont je parle régulièrement, et parce que elle a un côté un peu nunuche. Au début, elle a vraiment un côté un peu pas nunuche, mais un peu conne. Voilà, on va dire, pour essayer de résumer un peu le problème du début. C'est-à-dire que c'est la nana qui a une vingtaine, trentaine d'années, de jeune cadre dynamique, mais qui du coup n'a plus de vie. C'est-à-dire qu'elle sait même pas quel âge ont ses enfants, elle sait même pas à peine comment ils s'appellent. Elle passe à peine du temps avec eux, elle est pas là, contrairement à John Hammond qui lui les accueillait avec un grand sourire. Elle est même pas là pour les accueillir, à peine. Et elle est en tailleur pendant tout le film et en talons hauts dans la jungle. Alors, on peut dire, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ce traitement des femmes, c'est une poufiasse qui est en talons hauts dans la jungle, etc. Oui! Sauf que va me trouver un soldat, un mercenaire ou quoi que ce soit, qui court avec des talons hauts dans la jungle. C'est ça le truc qui est rigolo avec le personnage de Bryce Dallas Howard. Elle a tout un parcours comme ça dans le film qui est plutôt pas mal et qui est pas... non, je suis pas ultra badass et j'ai pas non plus de devenir une cruche non plus. Elle a envie d'être elle-même et elle-même, ça se définit pas de façon aussi claire et définie que homme-femme et les rapports qu'on installe aussi facilement dans les films. Elle a une personnalité complexe avec plusieurs aspects de personnalité et quelque chose de vraiment très très développé. Et bien qu'elle ait une histoire d'amour avec un des personnages, elle est quand même un personnage complexe et identifié, avec qui prend des actions, qui fait des choix, qui décide, qui lance des choses, qui s'accomplit, qui a un parcours. Bref, voilà. C'est comme on aime beaucoup parler de ce genre de personnage depuis Mad Max et depuis un petit bout de temps. Voilà ce qui reste de passer sur le personnage principal. Sur le reste du film, du coup, niveau réalisation, niveau effets spéciaux, etc., je suis aux anges. Il y a un respect très fort de cette espèce de nostalgie d'origine. Par exemple, ils abusent pas du thème Jurassic Park, qui mettent pas tout le temps, partout. Ils refont pas le générique exactement comme il était avant, avec les espèces de bruits de sarbacane et d'instruments un peu sauvages, d'instruments un peu, comment ça s'appelle, tribaux, qui y avait dans le premier film, qui faisait la bande son du premier film. Par contre, quand les deux gosses débarquent dans leur chambre d'hôtel et qu'ils arrivent et qu'ils ouvrent la fenêtre et qu'ils voient le machin et qu'ils sont super excités, qu'ils ont envie de visiter le parc, là la fenêtre s'ouvre, on a un grand plan sur le parc et quand on a le plan sur le parc, etc. et la musique s'en va et avec un très beau travelling avant qui part de la fenêtre et qui traverse 12 hectares de lac pour arriver jusqu'au parc et tout. Un plan magnifique, très très bien foutu. Et beaucoup de choses comme ça sont assez intéressantes. Je crois, il me semble que c'est le tout premier plan du film. Après générique, on voit une surface quelconque et il y a une énorme patte reptilienne qui se pose comme ça en face. Je vais vous la mettre, voilà, une espèce de patte reptilienne qui se pose comme ça. Donc on se dit, oh putain, un dinosaure, etc. La caméra se recule et en fait on se rend compte que non, c'est un oiseau. C'est rigolo parce que du coup, en mise en scène, ça rappelle cette histoire que les dinosaures ont évolué en tant qu'oiseaux, qui était la théorie défendue par tous les personnages du Jurassic Park premier du nom, et qui est par Jurassic Park en général d'ailleurs. Parce que ça a fait beaucoup aussi pour l'étude des dinosaures et ça a fait beaucoup pour diffuser de nouvelles théories en ce qui concerne les dinosaures.
l'évolution en oiseau, par exemple, était l'une des théories de Jurassic Park. Donc voilà, il y a plein de petites références comme ça au film, mais il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes. D'abord, le film a été fait en 3D, super 3D. Très 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 bonne 3D, tous les angles, toutes les idées, tout ce qu'il faut, jusqu'au choix du cadre. Et ça c'est rigolo, j'aimerais bien en parler, j'en reviendrai donc après sur le reste de la 3D, je voulais faire ça en dernier, mais je vais le faire en premier, parce que c'est trop cool. Le film étant 2/1. Le 2/1, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le faire visuellement, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà, alors je vais me baisser un petit peu dans le cadre, tac. Voilà, nous allons passer en 2.35. Ça, c'est ce qu'on appelle le 2.35 ou 2.39, ça varie un petit peu entre le numérique et ce qui a été tourné sur film. C'est ce qui est tourné sur... c'est ce qu'on appelle le cinémascope. Et c'est le format classique des films grand spectacle. C'est un truc où il faut... Voilà, l'idée c'est qu'on puisse voir plein de décors. Le problème c'est que quand on filme juste un mec en gros plan, et il y a plein d'endroits qui sont vides ici et qu'il faut du coup trouver un moyen de remplir d'une façon ou d'une autre. Alors là ça passe pas très bien parce que c'est très droit, etc. derrière, mais il pourrait y avoir autre chose. Les films Jurassic Park ont toujours été tournés en 1.85. Le 1.85 c'est ce format-là. Vous voyez presque pas la différence. Il y a juste une petite bande noire juste ici et une petite bande noire juste en dessous, voilà, qui est juste là. Le 1.85 ça ressemble un tout petit peu au 16/9, mais c'est pas exactement du 16/9, et c'était un format pellicule également. Et eux ils ont décidé de faire du 2/1, et le 2/1 c'est ça. Le 2/1 c'est un format très particulier, vous voyez, la barre elle est là, elle est un tout petit peu plus forte que dans le 1.85, mais pas tant que ça. Elle est beaucoup plus haute que le 2.35, mais pas tant que ça non plus. C'est un format qui est parfaitement hybride entre les deux, qui est très pratique pour ce film-là, parce que comme les dinosaures sont hauts, mais longs aussi, ça permet de les cadrer entièrement en un seul plan. On peut avoir le dinosaure en plein pied avec des humains à côté, et chacun a une taille honorable et respectable et paraît bien sur l'écran. Et en 3D, ça marche vachement bien aussi, parce qu'il y a un sentiment de profondeur qui est très très bien rendu. D'ailleurs, la 3D du film est forcément de la post-conversion, parce que le film était tourné entièrement en pellicule, 35 mm et 65 mm. Donc très bonne post-conversion de Jurassic Park, de Jurassic World, parce que vraiment la 3D était superbe. Tous les plans sont idéaux en fait pour travailler la 3D. Soit c'est des plans d'humains qui regardent des dinosaures, donc c'est une caméra proche du sol qui regarde vers le haut, donc c'est ce qu'on appelle une contre-plongée. Et du coup, on a ce sentiment d'être dominé par le truc en 3D, on le voit vraiment sortir devant nous. Des fois, on a des plans qui sont des plans de dinosaures, donc des plans un peu aériens, ou des plans qui sont juste simplement à 14 mètres au-dessus du sol, parce que la tête est à 14 mètres. Donc on regarde vers le bas en plongée, et là pareil, les trucs qui sont en bas remontent vers nous, donc sentiment de relief qui se passe bien aussi. Beaucoup de plans sur le côté, comme ça, qui sont plutôt bien trouvés. Des travelling circulaires, des choses dans ce genre-là. J'avais noté 2-3 plans qui étaient particulièrement intéressants pour la 3D. Oui, il y en avait un en particulier qui est un plan au ras du sol, mais vraiment au ras du sol. La caméra est posée par terre, et on a du coup tout qui nous arrive dans la gueule, avec en même temps pas l'impression que la caméra est vers le haut, c'est juste l'impression que la caméra est fixe vers en face, mais posée au sol. Et que du coup on va voir des trucs qui vont pouvoir nous passer au-dessus, etc. Il y a des véhicules qui passent, des dinosaures, tout un tas de choses. C'est très très bien pensé au niveau de la 3D, et c'est étudié dans les moindres détails. Donc vraiment plutôt bien géré. En ce qui concerne les effets spéciaux, moi je les trouve assez irréprochables. Peut-être à l'extrême limite je sais plus comment il s'appelle. Le dinosaure qui est sous-marin, un des rares qu'ils ont qui soit sous-marin. Peut-être que celui-ci, à la limite, paraît pas très très bien rendu, mais encore, je pense que c'est parce qu'il y a de l'eau dessus et que c'est ça qui donne ce reflet un peu bizarre. Bref, pour moi, les effets spéciaux n'ont absolument pas à rougir de quoi que ce soit. Ça passe très très bien. Et globalement, le film a un côté vraiment classe et efficace qui marche très très bien pour lui. Aussi bien dans les actions qui sont en train de se dérouler que dans la façon de les montrer. Il y a un côté impressionnant et qui pèse son poids, qui marche bien, qui est plutôt bien foutu, et les combats entre les dinosaures du coup par exemple sont assez intéressants et sont plutôt savoureux à regarder. En particulier le combat de fin, dont je ne vous parlais pas parce qu'il est très intéressant au niveau de ce symbolisme de cette guerre avec comment dire, ce besoin de faire toujours des plus impressionnant et d'aller toujours plus loin dans les blockbusters, d'aller toujours plus haut, plus fort, etc. Il y a un petit message intéressant du coup à la fin de Jurassic World sur le combat final, qui est assez lourd de sens là-dessus.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant parmi les thèmes traités dans le film. J'y repense là en parlant du conflit entre ce moderne qui a toujours envie d'aller plus haut et un peu de l'ancien entre guillemets. Il y a tout un questionnement de la propriété intellectuelle, du sponsoring, du lobbying d'entreprise. Il y a un des techniciens du parc qui à un moment fait la blague de dire la prochaine fois on devrait demander aux gens du marketing de directement nommer les dinosaures, comme ça sera aussi bien, hein, le Pepsiosaure ou les trucs dans ce genre là, et c'est un truc qui marche bien et qui est assez intéressant parce qu'effectivement on commence à voir cette espèce d'omniprésence des marques et des grandes entreprises dans tous les domaines et dans des trucs qui sont pas forcément liés à elles, juste pour faire de la vente et du profit. Pour vous donner quel exemple j'ai en tête là-dessus, je fais pas de critique ni quoi que ce soit, mais je vous dis à quoi ça fait penser. Ça fait penser à Red Bull, par exemple. Red Bull qui est à la base juste une boisson énergisante, qui maintenant, vous voyez pas une seule compétition de sport sans un logo Red Bull énorme, voire même la piste en forme de taureau ou un truc dans ce genre-là, quoi. Il y a un truc qui est devenu très très impressionnant et qui fait peur, moi, je trouve, avec cette marque. Bon, j'ai donné un avis finalement, du coup. Mais bref, c'est un peu l'idée que ça dénonce. Et qui est encore une fois très bien trouvé et très bien rendu, avec un travail assez intéressant des enjeux, et une façon de présenter qui est plutôt intéressante aussi. Quelques personnages du coup vont avoir un petit côté un peu exagéré, un peu grossi. Et d'un autre côté, les convictions des gens vont comme ça, quoi. C'est-à-dire que quand un mec est persuadé qu'un produit peut être utilisé pour une chose, il va le faire pour une chose. Il y a un message aussi sur l'armement et la violence des humains là-dedans. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais il y a une idée que j'avais trouvée plutôt intéressante. C'était à un moment, ils sont dans une espèce de grande boule en vitre là. Ça, vous avez dû voir les bandes annonces. Et il y a le portable qui vibre, et le portable qui vibre sur la surface en vitre, ça fait comme un cri de dinosaure en fait. C'est assez rigolo, c'est très bien trouvé comme effet de mise en scène, et je trouve que ça passe plutôt pas mal. Non, pour finir, c'est vraiment un film d'action, c'est sûr, un film de divertissement, mais c'est très loin d'être un film con. Rick Jaffa et Amanda Silver, c'est des gens qui écrivent de façon très subtile et très intéressante, et surtout très efficace. C'est-à-dire que le film marche, mais on peut mettre un point juste après ça, le film marche. En début de film, toutes les situations sont présentées exactement comme il faut. La relation de famille avec les deux gosses, la position du personnage de Claire dans le parc, qu'est-ce que j'avais noté du coup, le nouveau dinosaure et la façon dont il a été conçu, pourquoi il a été conçu, dans quel sens, etc. Le zoo lui-même. Et j'avais oublié cette idée qui pouvait être l'idée qui allait faire sombrer le film, mais qui se trouve être une des idées les plus cool du film. C'est Chris Pratt qui dompte des vélociraptors, quoi. Ça lui réussit mieux que les ratons laveurs, si je puis me permettre. Mais alors, Chris Pratt qui dompte des vélociraptors, c'est vrai que quand on le dit, c'est ridicule. Quand on le voit, c'est classe. C'est très très cool. Ça rend très très bien. Ils ont vraiment réussi à trouver un truc très crédible et réaliste là-dedans. C'est-à-dire que après tout, dompter des vélociraptors doit pas être bien différent que de domper un tigre ou un léopard ou un truc dans ce genre-là. Et il y a bien un mec qui va s'y essayer un jour sur Terre, si c'est possible un jour. Donc dans l'univers de ce film, c'est possible. Donc il y en a un qui essaye. Et c'est vrai que ça marche bien, et que ça sonne bien, qu'il y a un truc intéressant au niveau, enfin, ça crée du coup un lien intéressant avec les dinosaures. Et surtout ça présente les dinosaures d'une façon très différente. Parce que chez les dinosaures, ça a toujours été nos ennemis, à part les herbivores. Et là, du coup, on a des carnivores qui peuvent nous aider. Ça peut être un truc vachement intéressant, surtout qu'ils le traitent de façon vachement intéressante. Qu'ils le teasent pendant un bon bout de temps du film, et quand ils le font de façon différente de ce qui est prévu. Donc bref, j'ai passé un putain de moment. Je m'y attendais pas, j'y allais un petit peu quand même avec de l'appréhension, j'y allais un petit peu sur la défensive en me disant ça peut quand même être un fiasco total. Et ben non, félicitations Colin Trevorrow, vraiment, sachant qu'en plus c'est seulement son deuxième film, il a fait un film avant, un docu-télé et une web-série. Et le mec débarque comme ça sur Jurassic World et te fait un putain de film, franchement félicitations, il va rejoindre la collection dès qu'il sera sorti, hein, parce qu'il est vraiment très bien. Et puis, c'est pas impossible que, comme pour Jupiter Ascending, j'aille le voir une deuxième fois juste pour le plaisir. Tellement je le trouve cool. Donc voilà, moi je vous invite à en profiter, c'est rare d'avoir du divertissement de bonne qualité, donc autant y aller et foncer quand en plus c'est une licence pareille et qui revient en pleine forme. Tant mieux, moi je dis il faut y aller. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao! Petite futée.